Mario Götze. Centre de Mario Götze. Incroyable! Incroyable quintuplé! Robert Lewandowski pour un but d'anthologie sur le centre de Mario Götze. 5-1. Personne, pas même Pep Guardiola n'en croit ses yeux dans cette Allianz Arena. En plein mercato estival 2007, le Racing Club de Lens entre de plein pied dans un nouveau cycle. Longtemps en course pour une place qualificative en Ligue des Champions, le club nordiste a fini par échouer à la 5e place du classement final, synonyme de coupe intertoto. Après 2 ans passés sur le banc de touche, le départ de Francis Gillot est donc définitivement acté. Et pour le remplacer, Gervais Martel opte alors pour l'ancien Auxerrois Giroud. Le pari est risqué, mais qu'importe. Dans l'optique de la saison à venir, les dirigeants lensois se lancent donc à la recherche d'un attaquant de pointe. Rapidement, Joachim Marx, un ancien joueur polonais des années 70, par ailleurs membre de la cellule de recrutement, alerte Gervais Martel. Au fin fond de la 3e division polonaise, assure-t-il, il a décelé un numéro 9 plutôt intéressant, âgé d'à peine 18 ans. Avec 15 réalisations au total, il a été élu meilleur buteur de la saison. À ses dirigeants, le recruteur lensois souligne notamment l'exceptionnel sens du démarquage de cette jeune pépite, ainsi que sa grande intelligence de placement. S'agissant d'un joueur quasiment inconnu à l'époque, Lens n'a donc a priori pas grand-chose à perdre. Mais rapidement, la réponse de l'état-major nordiste est négative. Dans la mesure où leur club cherche à jouer les premiers rôles, affirme-t-il, il leur faut absolument un attaquant plus expérimenté, capable de s'adapter quasi instantanément au championnat de France. Joachim Marx se souvient. Il n'avait pas été trop chaud. Il voulait des joueurs confirmés pour retrouver la Ligue des Champions, et pas vraiment un attaquant de 3e division en Pologne. D'autant qu'en interne, Giroud a plutôt pour ambition de faire revenir les anciennes gloires de l'époque à J. Auxerre, Bonaventure Kalou et Kanga à Calais notamment. Soit, auteur d'une saison catastrophique, les joueurs du RC Lens finiront par descendre en 2e division cette année-là, avant de retrouver l'élite 1 an plus tard. L'occasion pour Joachim Marx de revenir à la charge concernant son fameux attaquant polonais, lui qui vient tout juste de signer pour le Lech Poznań, en Pologne là encore. Après l'avoir lui-même observé, Gervais Martel est d'accord cette fois-ci. Le problème, c'est qu'il est déjà trop tard en réalité. Face aux convoitises pressantes de la Bundesliga, le RC Lens n'est plus du tout en mesure de lutter financièrement. Le club polonais voulait déjà un transfert énorme pour un joueur de cet âge, avoue Martel. C'était mission impossible. Je n'avais pas trouvé les moyens financiers de le faire venir. Dans le même temps, la JOCR est également citée. Mais là encore, certains dirigeants auxerrois refusent de prendre un tel pari. Plutôt que la Ligue 1, ce sera donc bel et bien la Bundesliga pour l'attaquant polonais. Là où, 4 années durant, il portera le numéro 9 du Borussia Dortmund, avant d'endosser quelques années plus tard celui du Bayern Munich. Un numéro 9 en l'occurrence, floqué du nom de Robert Lewandowski. En cet après-midi de l'année 1995, à proximité de l'une des pelouses de Douala, celle de la KG Sport Academy, Pierre Foissac est bien présent pour exercer sa fonction de recruteur. Une fonction qu'il exerce au nom d'un club professionnel de 1re division française, celui du Havre en l'occurrence, avec qui l'académie camerounaise dispose justement d'un partenariat. Présent donc pour dénicher l'éventuelle pépite cachée au sein de la liste des joueurs convoqués ce jour-là. Parmi cette liste, un jeune attaquant de pointe du nom de Samuel Eto'o a bien l'intention de saisir cette occasion. Et pour cause, le territoire français, Eto'o vient tout juste de le quitter. Il y a encore quelques mois seulement, c'est bien dans l'Hexagone que cet adolescent camerounais espérait pouvoir concrétiser ses rêves de football professionnel. Au départ,
Un simple voyage aller-retour, d'à peine 10 jours. 10 jours, comme la durée de validité du visa qui lui a été accordé par le gouvernement français. Le temps pour lui d'arpenter quelques villes, avec l'espoir d'y débusquer un club de football professionnel, pour montrer à tous ce dont il est capable balle au pied. Marseille d'abord, Avignon ensuite, puis finalement la région parisienne. Mais si Rome ne s'est pas faite en un jour, alors a fortiori, le processus de détection de Samuel Eto'o ne s'est pas non plus fait en 10 jours. Très rapidement en effet, et alors même que le talent d'Eto'o n'a pas encore trouvé preneur, le fameux visa finit par ne plus être valable, la date d'expiration ayant été outrepassée. Ce qui, de fait, précipite le futur joueur de l'Inter dans la clandestinité. C'est dans ce contexte qu'il finit malgré tout par entendre parler d'une séance de détection organisée par le Paris Saint-Germain. Il décide donc de s'y rendre, pour aller y tenter sa chance. Mais le centre de formation du PSG, Samuel Eto'o n'aura jamais l'occasion de l'intégrer. Face à l'absence de documents légaux prouvant l'identité de cette recrue potentielle, le refus des dirigeants parisiens est catégorique. Dégoûté par cet échec et par la dureté de ses conditions de vie à Paris au fil des mois, le natif de Yaoundé choisit finalement de regagner le Cameroun. Là où il intègre donc la Kadji Sport Academy. Ainsi, une fois son travail d'observation achevé, Pierre Foissac avertit ses dirigeants. L'incroyable fulgurance balle au pied du jeune Samuel Eto'o mérite qu'il s'y intéresse de plus près, dans la perspective d'un éventuel transfert. C'est ainsi qu'on l'invite à venir passer une semaine en Normandie. Une semaine d'essai, à l'issue de laquelle le club havrais décidera oui ou non de son intégration définitive au sein du centre de formation. Mais sur place, ils sont en réalité 5 prétendants au total. Samuel Eto'o, plus 4 autres joueurs, également jugés prometteurs par les dirigeants normands. Et comme prévu, dès l'issue de la semaine de détection, le verdict finit par tomber. Sur les 5 joueurs concernés, tous ont manifestement donné satisfaction, et tous sont retenus. Tous, sauf un, Samuel Eto'o. Pour justifier son refus, le recruteur en question affirme à sa hiérarchie qu'il n'a décelé chez lui aucune qualité supérieure. Mais en apprenant la nouvelle, Pierre Foissac n'en croit pas ses oreilles. Pour moi, se souvient-il, s'il venait, c'était pour signer. Mais le formateur qui l'a observé ne l'a pas trouvé bon. Il y avait 5 joueurs cette semaine-là. On en a gardé 4 et on a laissé filer la pépite. J'en voulais vraiment au formateur. Il aurait dû me faire confiance. Eto'o avait des qualités évidentes. Outre ce refus rapporté aujourd'hui encore par Pierre Foissac lui-même, la version soutenue par Samuel Eto'o bien des années plus tard fait état d'un désaccord contractuel entre lui et le club normand. Ce dernier ne lui ayant rien proposé d'autre qu'un simple contrat aspirant, assorti d'un salaire dérisoire, sans doute par simple sécurité, et histoire de ne pas le laisser filer pour de bon malgré tout, mais sans pour autant lui garantir une carrière en pro. Une solution que le joueur aurait en tout cas refusée net. Quoi qu'il en soit, ce que ce fameux formateur ignore à cet instant, c'est qu'il vient sans le savoir de commettre l'une des plus graves erreurs de sa carrière. À ses supérieurs, il finira même par présenter ses excuses. Car à peine quelques semaines après sa décision, le président du Havre finit par tomber des nues lui aussi, quand il apprend avec stupeur qu'un autre club vient tout juste de faire signer le jeune Eto'o. Et ce club n'est autre que le Real Madrid. Ironie de l'histoire, les dirigeants havrais pourront malgré tout se consoler à l'avenir avec d'autres trouvailles, notamment Riyad Mahrez, Paul Pogba ou encore Lassana Djara. Au printemps 2009, l'Olympique de Marseille est aux prises avec les Girondins de Bordeaux pour le titre de champion de France. Eric Guéretz et Mamadou Niang d'un côté, Laurent Blanc et Yoann Gourcuff de l'autre. Mais en coulisses, la cellule de recrutement prépare d'ores et déjà l'avenir. À ce titre, elle a coché le nom d'un jeune Brésilien de 17 ans, repéré parmi les catégories de jeunes du club de Figueirense.
un certain Roberto Firmino. Pour en avoir le cœur net, les dirigeants olympiens l'invitent à venir passer un séjour de 4 semaines à la commanderie, en équipe réserve. D'une séance d'entraînement à l'autre, les entraîneurs concernés tombent alors tous sous le charme du jeune Firmino, dont la précision face au but est jugée très intéressante. Et même quand, un jour, on lui suggère d'aller s'entraîner avec l'équipe première, l'attaquant brésilien impressionne, en se permettant par exemple d'inscrire un but en effectuant une magère. Bref, pour nombre d'éducateurs phocéens, il s'agit là d'un joueur situé très au-dessus de la moyenne, et que l'OM ne doit pas laisser filer. D'autant que, de son côté, même si la France constitue pour lui un dépaysement total, Firmino semble se plaire à Marseille. Donc, si l'OM lui propose un bon contrat, tout porte à croire qu'il pourrait bien l'accepter. Mais pour conserver Firmino, Marseille va bien entendu devoir payer le transfert. La clause libératoire fixée par les dirigeants brésiliens se chiffre alors à environ 1 ou 2 millions d'euros. 3 grands maximum. Une somme totalement négligeable avec le recul, mais qui, à l'époque, constitue malgré tout un véritable investissement pour l'OM. Surtout pour un anonyme de 17 ans, dont l'intégration en Ligue 1 et en France ne risque pas d'être immédiate. Face à la volonté claire de rejouer le titre dès la saison suivante, la cellule de recrutement olympienne choisit donc d'abandonner la piste Firmino. Si plusieurs millions d'euros doivent être investis, ils le seront sur des joueurs confirmés, capables de conduire l'OM vers les sommets le plus rapidement possible. Pour le numéro 9 brésilien, retour au pays donc. 2 ans plus tard, c'est finalement le club allemand d'Hoffenheim qui raflera la mise, en officialisant la signature définitive de Firmino en 2011, pour seulement 4 millions d'euros, avant de le revendre 4 ans plus tard à Liverpool, contre la somme de 41 millions d'euros cette fois-ci. En 2016, les dirigeants du FC Barcelone reçoivent une alerte mercato de la part de leurs scouts. En Amérique du Nord, les prévient-on, au Canada plus précisément, un jeune latéral gauche de 16 ans fait beaucoup parler de lui. Il s'appelle Alphonso Davies, et c'est un monstre de puissance et de rapidité. Il évolue certes dans un club anonyme, les Whitecaps de Vancouver, et dans un championnat incomparable avec la Liga, mais sa marge de progression demeure malgré tout intéressante. Pep Boada, l'un des dirigeants catalans chargés de superviser le recrutement des jeunes joueurs, donne son accord. Entre l'agent du joueur et le Barça, les premiers contacts sont même déjà noués, et accouchent d'une première rencontre physique en Catalogne. À partir de cet instant donc, les Blaugrana n'ont plus qu'à négocier directement avec le club canadien, histoire de trouver un terrain d'entente financier. La somme réclamée gravite alors autour des 5 millions d'euros. Plutôt rare pour un adolescent de 16 ans, mais à la hauteur du talent d'Alphonso Davies et des moyens financiers du Barça. Mais cette somme, cumulée à la commission réclamée par l'agent du joueur, finissent par susciter la perplexité des dirigeants catalans. Doivent-ils vraiment investir plusieurs millions d'euros sur un joueur dont la formation n'est même pas encore terminée et qui évolue dans un championnat n'offrant pas la moindre certitude footballistique? Posée de cette façon, la réponse des Barcelonais est toute trouvée. Non, le FC Barcelone ne fera pas signer Alphonso Davies. Pas à ce prix-là en tout cas. 2 ans plus tard, le Bayern Munich, lui, acceptera de relever le pari, en échange d'une quinzaine de millions d'euros cette fois-ci. Ironie de l'histoire, Alphonso Davies jouera le quart de finale de Ligue des Champions 2020, face au FC Barcelone justement. Sans se priver bien entendu de participer activement à la victoire légendaire de son équipe, sur le score de 8-2. Ce qui, à ce jour, demeure sans doute la pire défaite de l'histoire du Barça en Coupe d'Europe. Auteur d'une grosse saison 94-95, le PSG envisage la saison suivante avec l'ambition de viser plus haut, en championnat d'abord, et sur la scène européenne si possible. En coulisses, Luis Fernandez est aux manettes de l'équipe première,
et du recrutement estival. Pour ce qui est de la ligne d'attaque, il soumet d'ailleurs à ses dirigeants le nom de David Trezeguet. Mais face au désaccord contractuel entre le club et le joueur, le transfert finit par avorter. Qu'importe, avec l'éclosion à venir de Nicolas Anelka, le PSG pourra composer sans Trezeguet. Mais s'agissant de la défense, Luis Fernandez annonce à ses supérieurs qu'il vient de cocher le nom de Roberto Carlos. J'ai repéré un latéral gauche dingue leur lance-t-il en substance. Il tire des 2 pieds, il défend bien, il attaque hyper bien. Il a plutôt un bon dribble, il sait centrer, se replace et surtout, il met des coups francs de 30 mètres en ligne droite. Ce joueur en l'occurrence est encore sous contrat avec Palmeiras à l'époque. Mais entre le club et Fernandez, un accord financier a semble-t-il d'ores et déjà été trouvé. Le club était OK pour une somme dérisoire, avoue-t-il aujourd'hui. Je l'ai eu au téléphone et il m'a donné son accord. A priori donc, la signature de Roberto Carlos au PSG n'est plus qu'une question de temps. Précisément, le temps pour Luis Fernandez d'obtenir l'autorisation de sa hiérarchie. Mais au bout du fil, Jean-Michel Moutier, le directeur sportif du PSG, calme très rapidement les ardeurs de son coach. À ce poste-là, prévient-il, on a mieux sur nos tablettes. À en croire la version de Philippe Vandel cette fois-ci, un ancien chroniqueur télé ayant vécu de l'intérieur la période Canal+ du PSG, Jean-Michel Moutier aurait notamment refusé Roberto Carlos, au motif que, d'après lui, Patrick Colter était déjà bien installé au poste de latéral gauche. R. Carlos, comme on ne le surnomme pas encore, finira d'ailleurs par rejoindre l'Inter quelques semaines plus tard, puis le Real Madrid la saison suivante, avant de devenir assez rapidement l'un des meilleurs latéraux du monde. En Espagne, au moment de prendre les rênes de l'Athletic Bilbao, Luis Fernandez croisera la route de Roberto Carlos lors du match face au Real. Pour l'anecdote, ce jour-là, le latéral madrilène viendra personnellement embrasser Fernandez sur le banc de touche. Sans rancune, et au contraire bien conscient d'avoir face à lui l'un des tout premiers entraîneurs européens à avoir cru en lui.